Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux effectivement pour cette soirée et puis notamment aussi pour cette table ronde liée à la mobilité décarbonée, levier de réindustrialisation du territoire. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'invite à me rejoindre sur scène Jean-Baptiste Pernaut, qui est le DG d'ACC, Johan Dolidon de la Caisse d'épargne, Sylvain Pénaud, cofondateur de Vercor, Alexis Martinez, directeur général de H2V, Thierry Page, directeur régional Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France chez Enedis, et enfin Guillaume Virmot, qui est directeur délégué du marché d'affaires région Hauts-de-France et Normandie chez GRDF. On peut les applaudir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce sujet. Je vous ai présenté très brièvement ce que je vous propose peut-être, Guillaume, faire un petit tour de table très rapide pour vous présenter qui vous êtes et puis présenter naturellement votre structure, même si certaines d'entre elles, on les connaît très bien, mais pour qu'on sache qui vous êtes et ce que vous faites. Bonsoir à tous, donc je suis Guillaume Virmot, je suis directeur en charge du marché d'affaires, donc c'est le résidentiel, le tertiaire, l'industrie et la mobilité pour GRDF, donc l'entreprise qui exploite les réseaux de distribution de gaz naturel pour les Hauts-de-France et la Normandie. Et je suis ravi d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Alexis Martinez. Oui, bonjour, Alexis Martinez, je suis le DG de la société H2V, spécialisée dans la production d'hydrogène renouvelable massive. Et nous avons un projet actuellement à Dunkerque, sur le port, pour livrer de l'hydrogène à un partenaire industriel à partir de 2027. Merci. Sylvain Pénaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sylvain Pénaud, moi je suis un des cofondateurs de Vercor, qui est une jeune société industrielle qui va produire des batteries pour le marché du véhicule électrique à Dunkerque. Et j'ai la joie de piloter ce projet dunkerquois. Merci. La suite, à vous, Johan. Bonjour à tous, donc Johan Dolidon. Je suis ingénieur de formation, je viens du monde du financement de projet. Je travaillais auparavant chez Vinci Concessions, puis à l'autorité de régulation des transports. Aujourd'hui, je travaille au sein de l'équipe des financements structurés de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Financement structuré, ça veut dire qu'on arrange et qu'on met en place des financements pour des projets dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, ou encore pour des projets immobiliers d'ampleur ou des opérations corporate à effet de levier. Merci beaucoup. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Pernaut, CEO d'ACC. En deux mots, ACC, c'est une joint venture entre Total Energy, Stellantis et Mercedes-Benz, créée il y a 3 ans, avec 2 sites construits depuis à Bordeaux et près d'Angoulême, et l'inauguration de notre première Gigafactory à Billy-Berclau-Douvrin, dans la région, à la fin du mois, et le lancement concomitant de construction en Allemagne et en Italie. Merci. Pour terminer, Thierry Page. Oui, donc Thierry Pagès, je suis directeur régional Nord-Pas-de-Calais pour Enedis et délégué régional d'Enedis en Hauts-de-France. Alors, Enedis en Hauts-de-France, c'est un gestionnaire d'infrastructures, de réseaux. C'est 315 millions d'euros d'investissement annuel environ. Bon, merci messieurs d'être avec nous ce soir pour parler donc de mobilité, de réindustrialisation. Quand on parle de mobilité, on pense naturellement à toutes les mobilités. Alors ça va du ferroviaire au naval, en passant par l'aviation, on pense aussi au vélo, on pense à la mobilité légère avec le véhicule, et puis aussi la mobilité peut être un peu plus lourde. On l'a rappelé en introduction qu'il y a quand même des contraintes légales qui vont arriver avec l'échéance de 2035, et on sent qu'il y a une véritable montée en puissance depuis quelques années du sujet. On l'a rappelé encore aussi bien au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des entreprises. Johan, si en tant que financeur de projet, vous avez une vision certainement un peu plus large, un peu éclairée sur ce qui se passe à l'heure actuelle, alors notamment sur la région des Hauts-de-France. Quels sont les enjeux à court terme ? Alors, c'est vrai qu'en tant que financeur, on voit en ce moment, et depuis 1 an, une vraie augmentation du nombre de demandes de financement pour des projets qui sont autour du véhicule électrique. Je pense notamment aux 2 usines de batterie, 2 des 4 usines de batterie sur le territoire des Hauts-de-France, avec par exemple l'usine pilote de Vercor, dont on a arrangé le financement immobilier il y a peu. Il y a aussi un grand nombre de projets de bornes de recharge électrique. Donc, s'agissant des enjeux qui sont multiples et assez complexes, je vais essayer d'en donner quelques-uns du point de vue de notre point de vue banquier, voilà, où notre rôle est d'intervenir en complément des fonds propres à un coût et à un risque donc réduit
Autrement dit, notre enjeu, c'est de structurer correctement les projets pour permettre le recours à l'effet de levier. Et voici quelques-uns des enjeux s'agissant des gigafactories qu'on perçoit. Au-delà de l'enjeu global de souveraineté, de relocalisation des productions, de réduction des dépendances à des fournisseurs chinois, ce qui est une bonne chose pour nos clients dans l'automobile que de réindustrialiser la région de Hauts-de-France et de rapatrier ce composant essentiel du véhicule électrique. Il y a un enjeu fort de création d'une filière européenne à part entière. Et donc, du point de vue des financeurs, il y a un véritable enjeu de capacité d'industrialisation et de montée en puissance. Et à ce titre, le soutien des pouvoirs publics et notamment les garanties publiques qui sont apportées au projet, je pense notamment à l'intervention de la Caisse des dépôts sur certains projets, est quelque chose qui est perçu positivement et qui permet d'étayer la bancabilité de ces projets. Un autre enjeu important, toujours de notre point de vue financeur, c'est l'enjeu de décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur de la batterie. Donc, non seulement décarboner l'énergie qui est utilisée dans le transport par le véhicule, mais également de travailler sur l'amont de la chaîne de valeur, que ce soit de la mine, la décarbonation de certains des composants de la batterie, je pense notamment aux anodes graphiques, ou encore décarbonation de l'énergie qui est consommée dans le processus de production. Voilà. Et enfin, un tout dernier enjeu pour les gigafactories qui pour nous sont importants en tant que financeurs, c'est la contractualisation sur le long terme des différents de l'off-take et de l'approvisionnement. Donc effectivement, pour nous prêteurs où on intervient en complément des fonds propres, on cherche à placer de l'argent avec à s'assurer que l'entreprise à qui on prête est capable de rembourser. Donc il est important de s'assurer sur le long terme de la capacité à vendre les produits et à les fabriquer. Sur les projets de bornes, ce qu'on a pu observer récemment, c'est très nombreux projets, c'est assez foisonnant, entre des bornes dédiées à des copropriétés, des bornes dédiées à des flottes de véhicules, ou encore des bornes de recharge rapide. Donc si on se limite aux enjeux pour les projets de bornes de recharge rapide, il y a à la fois des enjeux de construction, puisqu'il y a autant de projets qu'il y a de stations, avec pour chaque projet des travaux de VRD, des travaux d'électricité, de raccordement à la puissance et au réseau. Et de notre point de vue banque, ce qui est important pour structurer ces projets, c'est d'avoir des garanties d'EPCistes, EPC, c'est-à-dire d'avoir face à nous une personne morale de qualité investment grade capable de porter clé en main l'ensemble de la construction. Il y a également un enjeu pour les bornes de recharge rapide de compréhension des hypothèses de fréquentation. C'est quelque chose d'assez majeur pour nous en tant que banquier. Par exemple, si je prends l'exemple d'un projet autoroutier qui sera financé aussi avec un recours limité ou sans recours, l'analyse du risque trafic est centrale. Sur un projet de borne de recharge, on est sur un marché qui est nouveau. Et à l'instar des projets autoroutiers, il est nécessaire pour nous banquiers d'avoir une bonne vision de ces trafics. D'autant plus que là, on est sur des projets qui ne sont pas garantis par l'État, puisqu'on n'est pas sur des concessions. Tout ça pour dire que l'enjeu du financement de ces projets de bornes, c'est d'avoir des structurations qui sont robustes. Dans le monde des infrastructures, on est sur des gearing, donc des ratios entre dette sur equity de 60%. On s'attend sur ces projets à avoir des ratios bien plus prudents, justement face à ce risque de fréquentation qui est encore assez à définir.
Alors vous avez parlé de beaucoup de choses, effectivement, à la fois la production des véhicules électriques, la problématique des batteries, la problématique après, effectivement, des bornes de recharge. Je pense qu'à Enedis aussi, on en parlera des infrastructures et comment est-ce qu'on peut accompagner tout ça. Vous êtes rentré finalement dans un des vifs du sujet qui est le véhicule électrique, on va dire la voiture de Monsieur Tout le Monde, qui va vraiment être ce qui va impacter le plus les personnes dans leur quotidien. Avant qu'on rentre spécifiquement sur la voiture électrique, Alexis Martinez, j'aimerais bien voir avec vous quelle est votre vision justement sur à la fois l'utilisation de l'hydrogène, cette technologie d'hydrogène, et de la voiture. Est-ce que finalement ça peut le faire, ou est-ce que vous avez une vision un peu différente? Alors, nous, on pense que l'hydrogène sera une solution pour ce qu'on appelle la mobilité dite lourde, en particulier pour les camions tracteurs 44 tonnes, éventuellement sur le segment 19-36 tonnes. Mais on ne croit pas à l'hydrogène pour les véhicules de tourisme. D'ailleurs, malheureusement, on a une preuve par l'exemple. On voit bien ce qui s'est passé avec Opium. Alors, ce n'est pas la solution. On n'y croit pas. Éventuellement sur les utilitaires, puisqu'il y a Stellantis qui prévoit de fabriquer 10 000 utilitaires. Mais ça restera des volumes très limités. Donc, pour nous, la voiture, c'est l'avenir, c'est la batterie. Et ce n'est pas l'hydrogène. Par contre, sur la mobilité lourde, on croit beaucoup à l'hydrogène. Alors effectivement, mobilité lourde, on l'a bien compris, les tracteurs, les camions. Ça peut être aussi d'autres types de mobilité. Est-ce que ça peut être sur le maritime, le fluvial? Alors, on a des options sur le fluvial. Ça peut être une option, mais le taux de renouvellement des péniches, c'est sur 70 ans, donc ça prendra un certain temps. En revanche, on croit beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les e-carburants, les carburants de synthèse, à la fois dans l'aérien, puisque ça c'est une solution qui va arriver bien avant potentiellement l'avion hydrogène, qui sera dans le meilleur des cas sur la fin des années 2030 et sont limités en capacité. Et donc là, concrètement, il y a des projets qui se développent et on peut remplacer à 1 pour 1 le kérosène par du carburant. Et on croit, et peut-être encore plus, au méthanol, e-méthanol, qui aujourd'hui va s'imposer dans le trafic maritime et qui sera fabriqué à base d'hydrogène renouvelable. Et pour lequel aujourd'hui CMA CGM viennent s'engager à acheter 26 bateaux à équiper e-méthanol, et Maersk est exactement dans la même démarche. Il faut savoir que 6 bateaux en e-méthanol, ça représente 400 MW de production d'hydrogène. C'est 2 fois la première phase de notre projet en Dunkerque. Voilà, c'est juste pour donner quelques idées. Merci beaucoup. Donc on comprend bien, en fait, dans la mobilité, il y a différents types de mobilité, différents types d'énergie qui sont complémentaires. Guillaume Virmaux, vous aussi, quand on préparait cette table ronde, c'est effectivement un point qui était important pour vous d'expliquer qu'effectivement, il peut y avoir l'électrique, on va en parler dans le véhicule de tourisme. On parle effectivement d'hydrogène, mais aussi le gaz. On est à Lille, je pense qu'il y a une bonne mobilité décarbonée, notamment on pense au bus, mais pas que. Donc quel est votre point de vue, justement, vous, sur cette mobilité et sur les énergies à utiliser? Oui, dans la même veine, on pense vraiment que chaque usage aura sa solution, son vecteur énergétique qui sera adapté à ses besoins sur le véhicule léger, mais aussi sur les flux courts. C'est vrai que l'électricité a toute sa pertinence. En revanche, le gaz, de par sa densité énergétique, son caractère stockable, peut réellement apporter une solution tout à fait pertinente pour la mobilité lourde. Ça c'est clair, que ce soit le transport de marchandises ou le transport de voyageurs. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, quasiment 100% des bus à Lille roulent au gaz. C'est à peu près la même chose à Dunkerque. Il y avait 50% des nouvelles immatriculations l'année dernière de bus étaient des bus motorisés au gaz. Donc il y a un vrai sujet, une vraie carte à jouer pour le gaz là-dessus. Alors pourquoi? Parce que finalement, c'est une motorisation techniquement qui est mature, qui est valide, qui existe, moi je dis à Lille, à Dunkerque, mais aussi ailleurs. À Madrid également, il y a plus de 800 bus qui circulent au gaz. Économiquement, aujourd'hui, les prix du gaz sont équivalents à ceux de leur alternative diesel. Donc ça, c'est important aussi, hein, que ce soit en prix d'acquisition, mais aussi en TCO, là, en Total Cost of Ownership, en prenant en compte l'ensemble des coûts du véhicule. Et puis, en termes de bruit, ça fait moins 50%, c'est quand même important.
En termes de particules fines, on fait bien mieux aussi que ce qui existe aujourd'hui avec le diesel et l'essence. Et en termes de CO2, de GES en général, on fait moins 11% avec le gaz aujourd'hui. Et avec le biogaz, on fait moins 80%. Donc c'est vraiment une solution qui aura toute sa place à l'avenir. Et peut-être aussi un mot très rapide, mais sur le maillage, où justement, vu qu'il y a des capacités de stockage qui sont assez grosses au niveau du gaz pour les véhicules, il y a peut-être un besoin de maillage qui est naturel et qu'il faut développer, mais peut-être moins prégnant que l'électrique, où aujourd'hui, on le voit avec toutes ces bornes qui doivent se déployer un peu partout, que ce soit en centre-ville, mais aussi en autoroute, où il faut effectivement quand même s'activer assez rapidement pour pouvoir mailler le territoire. Oui, alors c'est vrai que l'autonomie est beaucoup plus importante sur la motorisation gaz, donc c'est vrai que le besoin est moins problématique. Et ensuite, on a déjà un maillage de stations au GNV, bio-GNV qui existe. On a 25 stations privatives qui existent dans les Hauts-de-France aujourd'hui. On a une vingtaine de stations publiques. On en a une quinzaine dans le pipe, en construction ou à l'étude. Donc le territoire est déjà suffisamment maillé pour le développement de la mobilité au gaz ou au biogaz. Alors, si vous voulez bien... Après, on peut toujours faire mieux et toujours faire plus. Évidemment, avec le développement, il faut accompagner ce développement. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas un frein à l'utilisation de ce type de moteur. Alors parlons de la mobilité électrique. On va mettre un peu les pieds dans le plat directement. On sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a une grosse concurrence internationale, notamment en Asie. On pense à la Chine, on pense à la Corée, qui sont des pays sur lesquels tout ce qui est production de batteries, ils sont très très concurrentiels. On va reparler dans quelques instants de réindustrialisation aussi. Donc il y a des enjeux qui sont forts autour de ça. Et puis aussi un sujet qui est important, qui suit finalement l'accès aux véhicules. On a parlé de TCO à l'instant. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont des véhicules qui, à l'achat, sont plus chers que d'autres. Et même si après, sur la durée de vie, on va s'y retrouver, il y a quand même un sujet d'accessibilité. Alors, Jean-Baptiste Pernaut, vous me parlez justement qu'il y avait un effet aujourd'hui ciseau entre l'inflation des matières premières et aussi le coût de l'énergie. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à produire des véhicules électriques qui sont plus abordables pour pas les réserver finalement une forme d'élite économique? Oui. Effectivement, c'est la problématique probablement numéro 1 du secteur. Une fois qu'on a donné les orientations, qu'on a la politique qui est claire, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir se l'offrir? Pendant 10 ans, 15 ans, le coût des batteries n'a cessé de descendre, on va dire jusqu'à l'année dernière à peu près. Donc il y avait des projections qui assez vite faisaient se croiser les courbes avec les voitures à combustion. Qui donnait, je dirais, du grain à moudre à une transition très rapide vers le véhicule électrique. La situation a complètement changé depuis 2 ans. D'une part, les matières premières, le lithium, le nickel, le cobalt, les cours se sont envolés. Et ça représentait, alors que ça représentait peut-être une vingtaine de pourcents du coût d'une batterie, c'est maintenant, avec les prix spot, plus de 50%. D'autre part, l'énergie s'est envolée. La fabrication d'une batterie est très énergivore. C'est vrai au niveau des gigafactories, mais c'est vrai en amont. On a parlé du graphite, mais on peut dire aussi les matériaux de cathode, etc. Sans parler de tout le reste de l'inflation salariale et autres. Donc il y a un véritable... il y a une équation à résoudre entre la volonté de transférer vers l'électrique la majorité de la flotte et la réalité des coûts qui, pour l'instant, sont repartis à la hausse. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Premièrement, il y a un effet d'échelle qui va augmenter. Jusqu'à présent, comme vous disiez, tout se passe en Asie. Donc, les marchés chinois ont 10-15 ans d'avance à peu près. Donc, ça a permis de créer des gros acteurs. Les marchés coréens en lui-même n'était pas gros, mais il y a eu des acteurs qui se sont appuyés sur les batteries pour d'autres applications électroniques, je pense Samsung, LG, etc. Donc tout ça a créé des géants asiatiques qui bénéficient déjà de cet effet d'échelle. Donc un facteur clé de succès en Europe va être de créer des champions, pour ne pas dire des mastodontes de batteries, qui auront besoin de cet effet d'échelle à terme, et qui doivent être capables aussi d'investir, on parlait de financement, d'investir 1-2 milliards d'euros par an pendant X années pour continuer à grandir et à garder cette avance, garder cet effet d'échelle. Donc ça, c'est un premier élément.
Deuxième élément, la R&D, l'innovation, est bien sûr un vecteur de progrès et de compétitivité majeur. Mais ne nous leurrons pas, il ne va pas y avoir de rupture majeure dans les 3-4 prochaines années. Donc, il va y avoir une forte tension globale sur les coûts, sur la profitabilité du secteur. Donc, c'est une équation que nous, ACC, on est prêt à résoudre, et on le fait d'autant plus qu'on a dans nos actionnaires deux clients. Mais néanmoins, ça appelle tout le secteur à travailler ensemble sur la chaîne de valeur, depuis la mine jusqu'à l'aval, et à collaborer pour des innovations permettant justement de rendre la voiture électrique abordable pour tous. Alors Sylvain Penneau, je pense que vous partagez un peu ce constat, en tout cas ce point de vue. Vous me disiez que vous, la production n'a pas encore commencé chez Verkor et que vous avez déjà signé un accord commercial avec Renault. C'est pour dire la tension sur le marché et l'attente qu'il y a sur le marché aujourd'hui au niveau de la batterie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les enjeux, ils se portent sur quoi? Sur ce qu'on vient de dire, sur la rapidité d'exécution? Oui, alors je souscris complètement à ce qu'a dit mon collègue d'ACC. La chance que nous avons, effectivement, c'est d'avoir... deux pépites françaises qui sont en train de démarrer. ACC va démarrer très bientôt. Et d'avoir surtout deux sociétés qui sont back-upées par des clients, donc avec une réalité commerciale. Et ça, c'est un point très très important parce que le besoin d'investissement, où je souscris à peu près à ces chiffres de 1 à 2 milliards par an, ils sont forcément liés aussi aux besoins du client qui doit exprimer et s'engager sur le long terme. On parlait d'engagement long terme. C'est ce que Renault pour Verkor a annoncé il y a 3 semaines, 1 mois maintenant, sur cet engagement long terme où 75% de l'usine de Dunkerque, sur lequel j'ai commencé à mettre le premier coup de pioche il y a quelques jours, est déjà réservé par Renault. Donc ça, effectivement, ça démontre cet engagement. Le choix aussi et l'équation que nous avons à résoudre également sur ces aspects d'engagement financier, avec peut-être un élément quand même, c'est que la chance que nous avons, mais enfin c'est la chance que nous avons créée aussi avec ACC, c'est que il s'agit de souveraineté nationale et il s'agit de décarbonation et donc quitte à faire des batteries, autant aussi faire des batteries avec une énergie décarbonée, ce qui va faire aussi une différenciation avec des batteries qui peuvent venir d'Asie ou d'autres pays européens dont le mix énergétique n'est pas le mix vert français. On va y revenir dans quelques instants, et notamment l'un des atouts, on va dire, concurrentiels de la région, notamment avec l'accès à de l'énergie décarbonée. Juste avant, Alexis Martinez, on parlait donc du coût d'accès aussi du véhicule, de combien ça coûte. Sur la partie, on va dire, camion à hydrogène, se pose aussi cette question du coût d'accès. Vous me disiez que d'ici 2030, on pourrait tourner autour de 200-250 000 euros peut-être autour d'un camion. Donc, c'est-à-dire quand même s'il y a un investissement à la base qui est très fort, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de marché encore au niveau européen. Il y a quelques prototypes, mais les gros joueurs ne sont pas rentrés dans la danse. On aura des camions à hydrogène, des tracteurs en masse, on pense à partir de 2027. Aujourd'hui, les protos, ils sont autour de 600 000 euros. Alors, on pense qu'à 2030, on va être autour de 200 000 euros. C'est quand même grosso modo le double d'un tracteur diesel, juste pour donner des... Alors, par rapport à ça, nous, en tant qu'HDV, on n'est pas producteur de camions, mais bien évidemment, la mobilité lourde et le passage à l'hydrogène, c'est assez basique, mais il faut des camions. Tant qu'il n'y a pas de camions, ça restera des installations assez, je dirais, anecdotiques, qui seront bien pour l'écosystème, mais qui ne prendront pas le passage en masse. Donc je pense encore une fois, comme disait Jean-Baptiste, l'exemple vient de l'Asie. Enfin, en Chine, il y a des fabricants de camions qui font quand même 300 camions à hydrogène par mois. La Corée pousse, donc je pense qu'il faut en effet tout faire pour que l'offre arrive le plus tôt possible, parce que sans offre, il n'y aura pas de toute façon pas de clients, pas de débouchés, pas de projet, pas de financement. Donc il faut travailler là-dessus. Le gouvernement français n'est pas très pushy sur le sujet parce qu'il n'a pas de champion national, d'accord ?
Donc, quand on lui dit qu'est-ce qu'on fait, il dit moi je décarbone d'abord l'industrie, etc. Les priorités. Donc, ils ne sont pas très, très pushy, mais on a besoin en Europe rapidement de solutions. Donc, il y a les joueurs locaux, mais encore une fois, il faut aussi voir, tirer les leçons de ce qui s'est passé en Asie, où ça va, notamment en Chine, beaucoup plus vite. Donc, il faut s'ouvrir les chakras, aller voir ce qui se passe, et voir comment on peut faire pour accélérer et être capable de faire 300 camions par mois, alors que nous, on en fait quelques dizaines par année, et encore, on va plutôt en Allemagne, parce qu'il y a des subventions sur les camions qu'il n'y a pas en France, quoi. Donc alors, il y a un vrai sujet. Et c'est vrai, juste pour rebondir très rapidement sur ce propos-là, c'est vrai que ça pouvait, moi ça m'a un peu surpris au moment de la préparation de la table ronde, puisqu'on sait que le gouvernement a mis un axe sur l'hydrogène, en tout cas il veut faire de la France un des leaders mondiaux de la technologie hydrogène. Et pour autant, c'est ce qu'on venait d'expliquer, c'est que pour le moment, en tout cas, l'énergie n'est pas forcément mise sur le développement du produit, mais plus sur les infrastructures. Alors, par exemple en Allemagne, il y a des subventions très importantes sur l'achat de camions hydrogène. En France, il y a des possibilités de subventions via l'ADEME. Mais c'est un processus, on va dire, un petit peu lourd. Et de toute façon, aujourd'hui, le gouvernement, les 9 milliards de l'enveloppe, aujourd'hui, ne sont pas axés mobilité. Elles sont vraiment axées décarbonation et industrie et des projets, ce qui n'est pas idiot aussi, je pense, vers une tendance vers des projets de taille massive, parce qu'en France, on aime bien les petits projets. C'est sympa, les élus... Coupe le ruban, tout ça c'est bien, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'une petite installation, ça fait de l'hydrogène à 15 € du kilo. Nous, les gigafactories, ça se fera entre 4,5 et 6 €. 4,5 si on prend l'électricité bas carbone ou nucléaire, 6 € si on fait renouvelable. Aujourd'hui, les US avec l'AIRA, je ne dis même pas le prix auquel ça va sortir. Et puis, on va avoir le Moyen-Orient qui va sortir à 3 € avec des champs éoliens et solaires. Donc voilà, quoi. Il y a des réalités économiques de marché, donc il faut s'y atteler, il faut baisser les coûts, hein, et puis travailler là-dessus, parce qu'on n'est pas un village isolé, la France. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Et pour la mobilité, en tout cas du côté hydrogène, il faut des produits, essentiellement des camions. Voilà. Alors, on l'a bien compris, la concurrence, elle est mondiale. Elle vient de l'Asie avec, on a parlé de l'électrique, elle vient aussi des États-Unis avec l'hydrogène, mais les États-Unis aussi investissent fortement sur tous ces sujets-là. Sylvain, justement, vous me disiez au moment de la préparation que pour aussi, entre guillemets, redevenir concurrentiel, ce qui serait intéressant serait de passer au niveau de la régulation avec la notion de passeport batterie. C'est quoi cette idée de passeport batterie ? Oui, alors avant, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'on a parlé beaucoup de technologie, de coûts, de problèmes de supply chain, de matériaux. Alors c'est peut-être parce que moi je roule en électrique depuis 11 ans. Rouler avec un véhicule électrique, c'est super fun déjà. Donc c'est quand même agréable. Donc c'est aussi l'expérience utilisateur est un point important pour changer de techno. Non, cette notion de passeport batterie, c'est de dire effectivement, on a une capacité à produire des batteries en France avec une énergie décarbonée, en mettant en œuvre aussi des solutions de recyclage qui vont encore réduire l'empreinte carbone. Et donc la capacité d'avoir, pour le client final, son choix, et en faisant un choix éventuellement d'avoir une voiture électrique vraiment décarbonée, au sens où même la batterie est fabriquée à partir d'énergie décarbonée, peut être un plus dans le choix, comme vous avez éventuellement vos règles ABCDE quand vous achetez un réfrigérateur. Pourquoi ne pas aller vers cette notion d'information qui peut aussi motiver, je dirais, le client final, qui est de plus en plus sensible à la fois à l'aspect production nationale et aussi empreinte carbone de ce qu'il achète. Et effectivement, alors il y avait un autre point très rapidement là-dessus, Jean-Baptiste, sur aussi cet aspect concurrentiel qui est aussi le fait de relocaliser, le fait de pouvoir produire localement aussi les batteries est un enjeu pour de nombreux industriels, puisque tout ce qui est produit, on le voit en Asie, déjà ça a un coût de carbone pour l'importer qui est très lourd, et même les Chinois commencent à créer des usines en France s'il le faut pour pouvoir avoir des transports plus courts. Ça aussi, ça peut être une piste finalement concurrentielle intéressante pour la production française de batteries. Oui, effectivement, on observe une régionalisation du marché des batteries. Alors c'est progressif, mais on va passer d'une situation où pratiquement tout est importé d'Asie à une situation où la valeur ajoutée sera en Europe pour l'Europe, en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, etc. Donc ça, c'est très bien.
Et d'ailleurs, la région est une bonne illustration, parce que je me rappelle, on a fait la concertation publique pour notre première Gigafactory en début 2021. À l'époque, je pense qu'il y avait à peu près que notre projet dans la région, et maintenant, il y a Vercors, Prologium vient d'être annoncé, et d'autres, et surtout aussi toute une filière qui est en train de se monter. Donc on voit bien que tout est tiré par l'aval. Le constructeur européen de véhicules tire le fabricant de batteries, qui tire les fabricants de composants, etc. Alors, même la mine, alors la mine sera un petit peu plus difficile à tirer, mais néanmoins, il y a des projets. Nous, on a avec Stellantis, c'est public, des projets de lithium géothermique dans la vallée du Rhin. Et puis il y a d'autres projets européens sur lesquels on se positionne. Donc effectivement, la production sera en Europe, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle pour la France. Est-ce que ça suffira à faire baisser les coûts? Je pense que c'est un des ingrédients. En tous les cas, ça donnera la possibilité d'un circuit court. Et aussi, on soutient parfaitement les initiatives de Battery Passport qui vont finalement valoriser les acteurs vertueux. Et un acteur vertueux, c'est effectivement celui, si possible, qui a son écosystème le plus proche possible, avec de l'énergie, d'électricité décarbonée, et avec aussi des règles d'éthique pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, une traçabilité, etc. Donc tout ça va tout à fait dans la bonne direction et devrait, je dirais, aider les acteurs européens face à minima à des acteurs asiatiques pas toujours aussi vertueux. J'essaye d'être un peu politiquement correct. Alors effectivement, juste pour conclure sur ce sujet et sur effectivement le fait qu'il y a une grande densité aujourd'hui de projets, Johan, vous m'avez dit que la Caisse d'épargne, vous avez identifié, je crois, 3 projets structurants de batterie pour une valeur de 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui fait, selon vous, nos atouts compétitifs? Je présume que c'est un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Alors effectivement, je pense qu'on est maintenant à 4 projets. Donc on a deux éminents représentants autour de nous, que je pense qu'ils pourront peut-être expliquer les raisons de leur choix des Hauts-de-France, mais peut-être quelques idées sur le fait que les Hauts-de-France sont un territoire qui est quand même bien équipé en termes d'infrastructures. Je pense en infrastructure portuaire, en infrastructure de puissance, en accès à ce qu'on vient de dire, à l'énergie bas carbone et relativement bon marché nucléaire française. Et puis également aussi avec un fort soutien des pouvoirs publics, que ce soit en matière d'émission de garantie sur les projets de Gigafactory, de participation dans certains projets au capital, qui sont des éléments qui renforcent la faisabilité de ces projets. Et puis, je ne sais pas si j'ai parlé de l'esprit d'entreprendre, mais c'est quelque chose aussi, je pense, qui est propre au territoire des Hauts-de-France et qui fait sa richesse. Alors on va revenir sur la réindustrialisation et tous les atouts effectivement de la région. Juste quelques mots sur effectivement le maillage et sur la problématique, on va dire, des bornes notamment qu'il va falloir déployer. Alors j'en ai parlé très rapidement en introduction, mais il y a effectivement la logique des bornes d'autoroute. Peut-être c'est les premières auxquelles on pense, et aussi après équiper les copropriétés et rééquiper potentiellement les particuliers. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises sur le secteur qui ont chacun des business models un peu différents et puis des volontés de maillage qui ne sont pas forcément les mêmes. Thierry Pagès, vous me disiez que ce que vous croyez vraiment en Europe, c'est le développement à des bornes de très très forte puissance. C'était vraiment ces bornes-là qui, a priori, pour vous, avaient un vrai avenir. Pourquoi ? Alors, juste avant de répondre à la question de façon précise, j'aimerais vous donner quelques chiffres, puisque tout à l'heure on parlait effectivement de milliards, et c'est bien cet ordre de grandeur qui font briller. Il y a 20 ans, sur le réseau de distribution, on investissait à peu près 1,5 milliard par an. Aujourd'hui, on est à 5 milliards d'investissements par an. Dans une vision prospective, à un horizon, si je me place à un horizon 2040, ce sont 96 milliards d'euros qu'on va devoir investir sur les réseaux publics de distribution pour pouvoir faire face à tous les grands enjeux, à la fois les enjeux d'insertion des énergies renouvelables, on en intègre près de 95%, les enjeux de décarbonation du transport, décarbonation de l'industrie, intégration des nouveaux usages, et également les enjeux de développement économique. On parle beaucoup de réindustrialisation du territoire, mais si on veut réindustrialiser les territoires, il faut être en capacité d'anticiper les besoins en puissance.
Et demain, je crois beaucoup que si on est en capacité, si les territoires sont en capacité de proposer des solutions clés en main, un peu comme on l'a fait d'ailleurs sur le Grand Port Maritime de Dunkerque, hein, en lien avec Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, en lien avec le président directeur du Grand Port Maritime de Dunkerque, si Vercors a pu s'installer, c'est parce qu'effectivement, on avait l'infrastructure qui était là, qui était disponible. Si on a pu faire venir Corning US, c'est parce qu'on avait également la puissance qui était disponible. Sinon, ils avaient 2 autres pays en Europe. Donc demain, c'est vraiment un véritable enjeu. Après, si j'en viens sur la mobilité décarbonée, on a 2 enjeux. À la fois l'enjeu de développement de l'infrastructure, donc l'infrastructure sur l'espace public. Alors, quand je dis espace public, c'est au sens large, hein, c'est sur les autoroutes, bien mailler, je dirais, les grands axes autoroutiers, et avoir suffisamment de puissance à disposition pour pouvoir recharger rapidement les véhicules. Ça, c'est un développement qui est en cours. On travaille avec les grands gestionnaires d'infrastructures autoroutières. Et là, c'est des besoins de très forte puissance, puisqu'on a des bornes de 300 à 350 kg. Donc, c'est vraiment des bornes de recharge très rapides. On travaille également en lien avec les centres commerciaux, puisque là, les gestionnaires, d'espace commercial, c'est extrêmement attractif. C'est un levier également de captation de leurs clients. Et là aussi, on a toute une palette de gamme de puissance. Ça va du 22 kg à peu près à 350 kg sur les grandes enseignes. Et on travaille en lien avec les collectivités pour le développement de l'infrastructure sur l'espace public. Alors, le ratio qui est communément cité, c'est 1 point de recharge pour 10 véhicules. Aujourd'hui, sur l'espace public, on a 100 000 points de charge. Vous avez pu voir les communications qui sont parues, la semaine dernière. Sur le Hauts-de-France, on est sur un ratio de 1 point de charge sur l'espace public pour 12 véhicules. Donc, on tangente, on arrive progressivement sur le 1 pour 10. Sur le Nord-Pas-de-Calais, on est à 1 pour 10, 3. Donc on est pratiquement... Ça veut dire que le développement de l'infrastructure sur l'espace public suit la croissance en fait, du parc automobile, que ce soit le parc automobile hybride rechargeable ou le parc automobile véhicule électrique. Ça, c'est sur l'espace public. Voilà. Maintenant, on a un enjeu qui est majeur à relever, c'est le développement de l'infrastructure, notamment sur les copropriétés. Aujourd'hui, j'habite une copropriété, c'est majoritairement en ville, 235 000 copropriétés, on évalue à peu près à équiper en France. J'ai envie d'acheter un véhicule électrique. Je vais m'adresser à ma copro, je vais faire voter une résolution. Bon, si je suis le seul, c'est un peu compliqué pour les autres de dire ouais, on va financer l'infrastructure de recharge, parce qu'il n'y en a qu'un qui va acheter un véhicule. Donc ça va avoir un coût, ça va augmenter, nos charges. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai frein. Alors, quand on veut équiper aujourd'hui une copropriété, on a le choix aujourd'hui de s'adresser à des opérateurs privés. Ils le font très bien aujourd'hui. Il y a pas mal d'opérateurs privés qui sont en capacité de développer des colonnes, ce qu'on appelle des colonnes électriques horizontales, donc qui vont permettre d'alimenter derrière des points de charge, et donc aux propriétaires de véhicules électriques de pouvoir, là aussi, recharger à domicile, sur leur place de parking, leurs véhicules. On a une deuxième solution également, qui est de passer par le gestionnaire d'infrastructure donc que nous sommes, Enedis, à travers un décret qui a été passé par le gouvernement de préfinancement. Ça veut dire que Enedis prend en charge en fait, le coût de financement de l'infrastructure et se charge également de recouvrir auprès, des titulaires de véhicules électriques, de recouvrir en fait les tickets de raccordement en fait à l'infrastructure de recharge. Voilà. Il y a 2 solutions aujourd'hui qui existent et aujourd'hui ça commence à se développer. Il y a 2% des copropriétés qui ont des projets d'équipement, en infrastructure de type colonne horizontale. Bon, c'est pas suffisant. On travaille beaucoup. Et les opérateurs privés travaillent beaucoup en lien avec les syndics de copropriété, avec les grandes fédérations, de manière à pouvoir effectivement développer de façon plus rapide, en tout cas, cette infrastructure au niveau des collectifs. Après, sur la question des puissances.
Alors, j'ai discuté avec un collègue qui n'est pas là, Alexandre Borgols, qui est le directeur général de DBT, qui fabrique des bancs de recharge. Alexandre, il n'y a pas longtemps, il me disait « Waouh, j'ai alerté plusieurs fois le gouvernement, j'ai eu l'occasion d'intervenir également dans d'autres instances pour dire que la Chine a pris pas mal d'avance, et notamment sur les bandes de recharge dites de faible puissance, parce qu'il faut en gros, c'est je prends, je jette. Hein. Nous, on le voit déjà sur le matériel électrique, hein, sur certains types de matériel électrique. Bon, on l'achète pas cher, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de... J'insulte personne là-dedans, dans la salle. On a un véritable enjeu. Là où on peut vraiment se démarquer par rapport aux Chinois, c'est sur les bandes de recharge de forte puissance. Et ça, je pense il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Je pense que sur les bandes de recharge, je dirais de faible puissance, là, on est sur un secteur extrêmement concurrentiel sur lequel les Chinois sont également très très bien positionnés. Et je pense qu'on a un véritable enjeu, nous, de se démarquer aussi sur les infrastructures, enfin sur les bandes de recharge de forte puissance. Alors qu'on comprenne bien effectivement l'enjeu, hein, comme vous avez dit, parler des infrastructures, même au niveau de la réindustrialisation du territoire. Vous m'avez expliqué qu'au niveau d'Enedis, je crois qu'il y a 315 millions d'euros qui ont été investis dans le Hauts-de-France et que ça devrait monter à 350 millions d'euros d'investissement d'ici 4 ans. Oui, alors aujourd'hui, comme je dis, on travaille beaucoup par anticipation. Alors on travaille sur plusieurs horizons de temps, hein, le court terme, le moyen terme et je dirais le très long terme. Donc on a aujourd'hui des scénarios prospectifs à un horizon de 2050, parce qu'on est obligé d'anticiper. Je veux dire, quand on construit une infrastructure, déjà c'est très capitalistique, hein, il faut, je vous l'ai dit, 96 milliards d'euros à un horizon fin 2040, c'est pas rien, donc c'est très très capitalistique. Si on n'est pas time to market dans la mise à disposition de la puissance, ne serait-ce que pour évacuer la puissance qui peut être produite par des grands parcs éoliens, etc., en injection, ou également mettre à disposition la puissance en soutirage par rapport aux industries qui veulent venir s'implanter en région, en France, de façon générale, derrière, on passe à côté d'opportunités de développement. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc nous, dans notre plan aujourd'hui d'investissement, effectivement, on monte d'ici 2025 à 350 millions d'euros d'investissement sur nos infrastructures d'ici 2025. Pour vous, Alexis Martinez, est-ce que c'est aussi un sujet, finalement, le maillage, quand on parle d'hydrogène ? De toute façon, il est clair que le jour où on aura les camions, il faut en même temps qu'on soit capable de les alimenter et de les recharger. Donc, nous avons au sein d'H2V une filiale spécifique qui s'appelle Distri, qui a pour mission de développer un réseau de distribution d'hydrogène. Donc, clairement, déjà, les normes européennes vont donner un maillage chaque 200 km sur les axes. Et nous allons travailler en particulier, en priorité, sur l'axe A1, qui est un axe où il y a à la fois beaucoup de trafic, c'est bien connu. Il y a aussi beaucoup de chargeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce métier, l'impulsion du changement de mix énergétique du transport vient des chargeurs, qui doivent verdir leur offre. Alors, c'est bien pour la planète, mais c'est surtout pour leur cours de bourse, c'est-à-dire leur politique RSE. Et sachant aujourd'hui que s'il n'y a pas de politique RSE, le cours de bourse est sanctionné. Donc ces chargeurs vont être très demandeurs et on a un écosystème très favorable sur la 1. Donc on travaille ce maillage, on est déjà dans des sécurisations de fonciers stratégiques bien situés. Donc il faut mailler. Et parce que le jour où on aura les produits, il faut quand même être capable d'alimenter et de recharger les camions. Voilà. Allez, le temps file, on va aborder un peu plus concrètement aussi la partie réindustrialisation. Sylvain, je vais me tourner vers vous. Quand on a préparé effectivement aussi cette table ronde, vous me disiez qu'avant de vous installer dans les Hauts-de-France, vous avez vu un certain nombre de sites en France et pas qu'en France. Et finalement, vous avez fait le choix de la région. Pourquoi ? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que là, je pourrais rester 1 heure sur ce sujet, mais... Vous avez à peu près 2 minutes. Voilà. À la fois, je dirais, dans un premier temps, pour des éléments purement quantitatifs, on a parlé de la création de Vercor il y a pas encore 3 ans. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous avons créé cette société à Grenoble. Nous sommes plus de 300 personnes aujourd'hui. Après 1015 jours de création, on peut encore parler en jours, et 37 nationalités différentes.
Et donc le timing était important. L'objectif était d'être le plus vite possible sur le marché. On a vu l'accélération de la demande. Donc parmi les critères, on avait besoin de surface. Et c'est trouver 150 hectares en France, c'est plus compliqué qu'au Nevada. Pas une illusion à personne. Besoin de puissance électrique dans un délai raisonnable. Et le plus possible un terrain qui soit préparé de manière à gagner du temps sur des aspects administratifs qui peuvent être un petit peu longs. Donc ça, c'était les critères techniques, je dirais. Et c'est ce qui nous a amené à présélectionner de 40 à 6, puis à 3, puis à 2. Et puis après, il y avait des éléments plus quantitatifs sur l'écosystème, sur la capacité aussi de formation, sur le bassin d'emploi. Et puis quelques éléments comme de cerise sur le gâteau, comme on dit, qui sont apportés par le territoire dunkerquois, l'accès au port évidemment, et aussi la capacité sur le site sur lequel nous sommes, à aussi aller très loin dans la décarbonation et dans l'économie circulaire pour utiliser en fait de la récupération de chaleur fatale pour alimenter une partie de l'usine, donc ce qui va encore réduire l'empreinte carbone. Donc, bon, ça, c'est les aspects vraiment techniques. Et puis l'autre aspect qui a fait partie aussi, évidemment, des sujets, c'est la capacité du territoire à travailler en équipe, de façon collaborative. On est en train de battre sans doute un record sur les aspects administratifs, puisque nous avons déposé nos dossiers en décembre de mémoire et que le permis de construire va être délivré au mois de juin. Donc on va mettre 6 mois, je pense que c'est un record au niveau national. Et ça a été lié à une forte implication des équipes de Vercors, mais aussi à une organisation complète du territoire et mobilisée. Jean-Baptiste Pernaut pour ACC, je crois que c'est à peu près on va dire, les mêmes enjeux, les mêmes raisons aussi qui poussent à choisir la région des Hauts-de-France. Oui, alors les critères pour nous sont à peu près les mêmes. Une spécificité d'ACC, c'est qu'on a choisi, que ce soit pour les Hauts-de-France, mais aussi pour l'Allemagne et l'Italie, des sites existants d'un de nos actionnaires, de Stellantis, fabricant des moteurs à combustion. Donc, qui, par définition, verront leur activité décliner, voire se terminer. Donc, on est aussi dans une logique de reconversion industrielle, ce qui a l'avantage finalement, même en termes d'empreinte environnementale, de rester sur des terrains industriels et, bien sûr, de récupérer une partie des équipes de Stellantis qu'on va reformer et qui vont pouvoir être intégrées dans les gigafactories. Sachant que l'enjeu pour nous du travail et des employés est majeur. On va recruter dans les 6 prochaines années une moyenne de 1000 personnes par an chez ACC. Alors, pas seulement ici, mais sur l'ensemble de nos 3 pays. Et ce sont tous des emplois très qualifiés. Nous n'avons pas d'opération manuelle dans une usine, dans une gigafactory. Ce sont des centres automatisés. Donc on a besoin de conducteurs d'installation, on va dire chevronnés, de qualiticiens, d'automaticiens, de maintenanciers, d'ingénieurs, bien sûr, beaucoup. Donc c'est un énorme investissement en formation et le besoin d'avoir un bassin d'emploi de qualité, ce qui était clairement le cas dans les Hauts-de-France. Et Guillaume Vermeaux, vous me disiez qu'aussi pour la production de biométhane, la région des Hauts-de-France a un énorme potentiel. Oui, en effet, en termes, donc le biométhane, c'est du gaz qui est produit à partir de déchets urbains, organiques, agricoles, etc. Donc c'est du gaz qui est made in France, enfin la made in Hauts-de-France, on peut dire. Et le premier site biométhane qui a injecté en France était à Sequedin, donc ici. Et aujourd'hui, on a 90 sites qui sont en fonctionnement, qui produisent du biométhane, qui injectent du biométhane dans les réseaux, des réseaux gaz des Hauts-de-France. Et on est la deuxième région administrative française en termes de production. Donc du coup, grâce à tout le terreau agricole qui permet de produire du gaz vert, mais aussi du terreau industriel,
parce que les industries agroalimentaires produisent beaucoup de gaz vert grâce à leurs coproduits en général. Il y a une vraie dynamique là-dessus et qui permet, dans une démarche d'économie circulaire aussi, d'irriguer toute la réindustrialisation. Et puis finalement, la production de gaz vert sur place, c'est aussi une nouvelle forme d'industrie. Ça permet de diversifier les revenus pour les industriels et les agriculteurs. Donc effectivement, sur les enjeux de l'industrie, on va dire, on a parlé tout à l'heure en introduction très rapidement de l'industrie 4.0, de ces métiers qui sont des métiers peut-être plus techniques, donc le besoin de formation, le fait qu'aujourd'hui l'industrie, contrairement à ce que des gens peuvent encore peut-être penser, n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque peut-être de nos grands-parents, et qu'il y a des besoins aujourd'hui de formation et aussi de personnes qui ont envie de rentrer dans ces métiers-là. Vous, Alexis Martinez, vous nous avez expliqué que la problématique de l'industrie, très rapidement sur l'hydrogène, il y avait des problématiques de coût, donc ça on a bien compris qu'une concurrence très forte sur la capacité à sortir de l'hydrogène pas trop cher. Pour autant, vous avez quand même choisi d'avoir, vous, une usine, je crois, à Dunkerque. Pourquoi ce choix-là ? Alors, en fait, l'actionnaire créateur d'H2V, Alain Sanson, a très tôt été convaincu par la production d'hydrogène de masse. Dès 2017, à l'époque, ça ne faisait pas beaucoup recette. Et donc, il a regardé où il y aurait des besoins de décarbonation. Et clairement, le bassin de Dunkerque apparaissait comme une priorité. On a sécurisé du foncier très en amont, donc il y avait beaucoup moins de pression sur le foncier. Il y a Continuez, c'est pour nous dire qu'on a fini. Mais... C'est de pression sur le foncier à l'époque. On a aussi sécurisé les connexions électriques au moment où il y avait beaucoup moins de pression qu'aujourd'hui. Et de ce fait-là, en ayant anticipé, on s'est trouvé en position aujourd'hui de pouvoir offrir de l'hydrogène, même si le planning des projets a dérivé dans le temps, parce que clairement, la mise en fonctionnement de la filière, qui est quand même à son début. On parle beaucoup de l'hydrogène dans les médias, mais en réalité, on est au début de l'histoire. Et ce qui nous a permis de nous positionner sur un projet de 200 MW et qui sera porté à 500 MW ultérieurement. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous votre expérience et puis votre expertise sur le sujet.